Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel avis et analyse des Anneaux de Pouvoir. Aujourd'hui, l'épisode 7. Rappel et petites précisions avant de commencer, je vais spoiler l'intégralité des épisodes qui ont été diffusés jusque-là, donc épisodes 1 à 7 globalement. Et si vous ne les avez pas vus, je conseillerais plutôt de revenir plus tard. Et au vu de certains éléments de cet épisode, je vais estimer que tout le monde aussi a vu la communauté de l'anneau du Peter Jackson. Et du coup, je vais mentionner des choses qui ne sont pas encore dans la série, mais qui sont dans les films. Et j'imagine que tout le monde les a vus. Je veux pas m'empêcher de parler de certaines choses qui sont intéressantes, je pense. Ces films, tout le monde les a vus, je crois. Donc, si jamais vous les avez pas vus, je préviendrai, ce sera pas au début, en tout cas, ce sera un petit peu plus tard, mais ouais. Le film est sorti en 2001, j'estime que tout le monde l'a vu. Je vais spoiler la communauté de l'anneau. Ok, c'est parti. Comme d'habitude, on va suivre les intrigues une par une, et on va commencer avec les pieds velus qui arrivent dans le verger, dont Nori nous avait vanté il y a quelques épisodes les mérites et les merveilles. Il y a toujours un petit froid entre Nori et l'étranger qui semble un peu isolé comparé à ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents, et malheureusement les pieds velus sont très vite déçus et désenchantés, puisque l'éruption volcanique de l'Orodruin qu'on a vu à la fin du dernier épisode et a fait des dégâts partout, y compris dans le verger des pieds velus, et a détruit une bonne partie des arbres notamment qui étaient là. Les familles sont complètement dévastées. On comprend, on avait compris dans ce que nous avait expliqué Nori que oui, c'était un coin où il passait. Clairement, il voyageait d'un point à un autre. Ça, c'était un point dans lequel il restait un petit peu de temps et qui était un coin sympa, jusqu'à ce qu'un volcan vienne légèrement tout détruire. Ce que je trouve intéressant dans ce détail-là, c'est que pour l'instant, les pieds velus ont été complètement séparés des autres intrigues, c'est-à-dire que Galadriel a rejoint les Terres du Sud et Numénor. Tout ça s'est rejoint. Galadriel, au tout début, elle était avec Elrond et Gil-galad, donc tout ça, c'était plus ou moins lié. La seule intrigue qui, jusque-là, n'avait pas du tout été liée à ce qui se passait globalement dans les Terres du Sud, qui est le focus de cette saison, clairement, c'était les pieds velus. Et là, on voit que même s'ils sont pas connectés directement à l'intrigue, ils sont quand même impactés, puisque ça détruit jusqu'à des terres qui n'étaient pas à proximité. Donc ça les lie directement à la grande intrigue. Évidemment, on voit aussi l'étranger, dont on n'a toujours pas l'identité, se préoccuper de la santé notamment des arbres. Et on voit Sadok qui demande à Nori si elle peut aller lui demander un coup de main, s'il peut utiliser sa magie pour réparer les arbres. Nori est très hésitante, clairement elle lui fait plus vraiment confiance, et avec Poppy elle sort une excuse quelconque. Donc Sadok va demander lui-même, et l'étranger essaye ou en tout cas en apparence semble essayer de réparer les arbres, ou de guérir les arbres, on va dire, c'est le meilleur mot, et il échoue complètement, et une branche se brise et manque d'écraser la plus jeune des Brandyfoot, qui continue encore plus à effrayer toute la famille, et qui fait que les pieds velus décident de complètement virer l'étranger de leur camp. Sadok, assez gentiment, vient le voir et lui donne les indications pour lui dire où trouver les humains, lui donne aussi la carte de ses étoiles, et il précise que c'est pas des étoiles que des pieds velus ont vues depuis au moins un millénaire. Je crois qu'il fait une petite phrase du genre: un millénaire c'est long pour marcher, même quand on a des grandes jambes comme les tiennes. On voit quand même que même s'ils sont un peuple qui peut être facilement effrayé et qui peut facilement repousser tout ce qu'ils ne connaissent pas, tout ce qui semble étranger, on va dire, ils sont quand même, pour la majorité d'entre eux, des gens sympathiques. Et c'est une plutôt jolie scène entre ces deux personnages qui jusque-là ne s'étaient pas vraiment parlé. Et quand Sadok repart, on a une petite fleur qui est en train de pousser sur l'arbre, comme quoi potentiellement le sort, ou en tout cas ce qu'a essayé de faire l'étranger sur cet arbre, a finalement peut-être fonctionné, juste pas instantanément. On a ensuite, il se prépare à partir, et Nori, qui reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire assez fascinée par cet homme, et globalement une âme sympathique et gentille, qui va lui offrir une pomme. Je trouve cette image intéressante entre les deux mains elle lui tend la pomme, et on voit il y a un plan sur les deux mains qui tiennent la pomme. C'est un plan qu'ils ont beaucoup fait dans la série jusque-là.
Je sais pas si c'est conscient ou pas, parce qu'il y a eu 3 réalisateurs différents, donc c'est peut-être pas une intention, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de plans sur des mains qui se tiennent souvent entre 2 peuples différents. Un peu plus tard, on a Galadriel qui donne son épée à Théo, et pareil, on a le plan où Théo attrape l'épée de la main de Galadriel. On avait eu un truc pareil entre Halbrand et Galadriel plus tôt. Je suis quasiment sûre qu'on a eu un truc comme ça entre Elrond et Durin ou Elrond et Disa. Il y a vraiment une espèce de connecter les peuples entre eux qui est assez joli dans l'imagerie qui revient un petit peu souvent. J'ai trouvé ça intéressant. Et donc l'étranger quitte le camp des pieds velus qui est dans le désarroi total. Et Nori déprime un petit peu. Et on la voit dire finalement je ne suis qu'une pied velue, ce qui ramène à une discussion qu'elle avait eue avec sa mère un petit peu plus tôt dans la série, où sa mère lui avait dit mais tu n'es qu'une pied velue, pourquoi tu t'embarques dans des trucs compliqués avec des étrangers, des géants, des machins. Et où elle lui avait dit je sais bien que je suis personne, mais lui peut-être qu'il a une destinée spéciale. Mais on comprend un petit peu dans cette scène qu'elle espérait pouvoir participer à cette destinée spéciale et potentiellement faire autre chose de sa vie que être juste une simple pied velue. Mais que là, ses attentes et ses rêves ont été un petit peu brisés par le fait que c'est dangereux de vouloir participer à la destinée d'un être potentiellement spécial, potentiellement magique, potentiellement maléfique. On sait pas, j'arrive toujours pas à déterminer si l'étranger est une bonne personne ou une mauvaise personne. Je pense pas que ce soit Sauron, mais ça veut pas dire que c'est une bonne personne si c'est un magicien ou un maillard autre que Sauron. Il y a plein de possibilités, c'est très probablement un magicien, mais ouais, je trouve qu'il y a des moments où on revoit là un peu d'obscurité qui ressurgit de cet homme, et c'est assez intriguant. Mais au matin, elle se réveille et le verger a repoussé et a repris vie intégralement. J'aime beaucoup cette scène parce que c'est très Hobbit comme scène où on les voit tous en train de ramasser des fruits et des légumes partout. On les voit grimper aux arbres, et notamment l'arbre que l'étranger avait essayé de réparer plus tôt, où il y a des pommes partout, etc. Et donc la vie reprend au verger des pieds velus, qui est un beau moment de légèreté avant que tout soit à nouveau cassé, puisque Poppy, en allant chercher de l'eau, voit la marque au sol d'une grande personne, d'un humain, potentiellement. Et en effet, je sais pas si elles sont humaines, probablement qu'elles sont humaines, mais on retrouve nos 3 mystérieuses. Je crois que je les avais appelées prêtresses dans une vidéo précédente, mais si on en croit la bande originale musicale, ce sont des mystiques. Ça nous aide pas franchement, puisqu'on n'a pas d'informations sur les mystiques dans les textes de Tolkien, et pour l'instant, globalement, elles ont pas dit grand-chose. Du coup, on ne sait rien sur elles, sauf que clairement, elles cherchent l'étranger, et qu'elles ont des capacités à le retrouver assez facilement. Elles voient le seau que Poppy a abandonné, et elles se rendent sur le campement. Les pieds velus se planquent. La principale trouve la fleur qui a poussé sur l'arbre. Elles semblent pas... pareil, c'est très mystérieux, on n'a aucune idée de ce qu'elles peuvent penser, de ce qu'elles recherchent. Elles semblent plutôt maléfiques. Pas parce que ce qu'elles font, parce que pour l'instant tout ce qu'elles font c'est marcher et regarder des lieux, mais parce que la musique, et parce que l'apparence et l'ambiance qu'il y a autour d'elles, on va dire. En tout cas, elles étaient pas maléfiques, elles faisaient rien de maléfique jusqu'à 30 secondes plus tard, où Nori sort de sa cachette pour essayer de protéger l'étranger en pointant vers une autre direction, et les 3 disparaissent, réapparaissent, on sait pas, et s'intéressent à Nori. Largo, son père, essaye de la protéger. Un peu en panique, on sent quand même que c'est pas quelque chose qu'ils font très souvent. Et on a cette fameuse scène qu'on avait vue dans la bande-annonce à l'époque où on s'était tous excités en pensant que cette personne était Sauron, ce qu'elle n'est pas, évidemment. Logiquement, elle n'est pas. Non, il y a aucun... Je pense plus que personne n'a de théorie sur cette personne étant Sauron. Elle est probablement... Oui, je les avais appelées prêtresses parce qu'elles font très secte religieuse avec leurs accoutrements. Et elle attrape la torche de Largo, elle l'éteint et elle renvoie les braises sur les caravanes, les maisons des pieds velus, et brûle tout gratuitement. Globalement, les pieds velus représentaient pas une menace particulière, mais elles détruisent complètement l'intégralité du camp et l'intégralité des maisons de toutes ces familles qui sont complètement dévastées à la vue de tous leurs biens partir en flammes, de toutes les provisions qu'ils avaient récupérées et qu'on voit d'ailleurs dans une scène précédente. On les voit tous
en train de mettre les provisions, toutes les fruits, les légumes qu'ils ramassent dans leur caravane. Et évidemment, quelques scènes plus tard, les caravanes partent en flammes. Tout le monde est un peu déprimé, on sait pas trop ce qui se passe avec les mystiques, elles ont disparu, on imagine qu'après avoir tout cramé, elles sont juste parties à la recherche de l'étranger. À nouveau, Nori est notamment complètement déprimée, j'imagine qu'elle pense que c'est à nouveau de sa faute, ce qui est pas entièrement faux puisqu'elle est sortie de sa planque. Mais elle le faisait d'une... C'est comme quand elle a sauvé l'étranger au tout début. Tout ça, c'est des bonnes intentions. C'est juste que bon, t'es resté planqué. Potentiellement, t'auras encore une maison. Mais Largo Brandyfoot nous fait une très jolie déclaration, un beau discours pour dire que quand même, ce qui fait la force des Pieds Velus, c'est qu'on continue à avancer malgré tout. Ils sont pas capables de combattre des dragons ou de fabriquer des bijoux fabuleux. Mais leur cœur, c'est ce qui font d'eux des êtres spéciaux. On va dire en gros, c'est ce qu'il dit. C'est un joli discours et ça redonne un peu d'espoir à sa fille qui décide que, si notre cœur fait partie des choses qui nous définissent en tant que Pieds Velus, je peux pas abandonner mon amie qui se fait poursuivre par trois madames très bizarres. Il faut que j'aille le prévenir qu'elles arrivent, qu'elles sont en danger. Et on a un petit moment de formation de communauté que j'ai beaucoup aimé, avec Poppy qui dit, parce que Largo lui dit tu peux pas y aller toute seule, voyons. Poppy dit non, elle ira pas toute seule, moi aussi j'y vais. Et puis la maman aussi, Marigold il me semble, dit ok, moi aussi j'accompagne. Et Sadok se fait un petit peu forcer la main pour les accompagner aussi, car il est capable de retrouver les sentiers qu'ils utilisent pour revenir ensemble. Et donc on a notre petite communauté de 4 Pieds Velus qui partent à la recherche de l'étranger pour le prévenir du danger que représentent les mystiques. Ils se dirigent vers Verbois le Grand, que on connaît sous un autre nom dans le Seigneur des Anneaux. Mais non, ça va être intéressant de voir à quoi ressemble Verbois le Grand à cette époque-là. Et j'aime bien quand on voit des lieux qui sont devenus autre chose, parce que ça se passe plusieurs milliers d'années avant. Donc ça devrait être assez intéressant. Donc on réduit le groupe des Pieds Velus de façon assez radicale pour ce dernier épisode de la semaine prochaine. Je sais pas si on les verra la semaine prochaine sans doute. Je sais toujours pas vraiment où ils vont avec cette intrigue. On est l'avant-dernier épisode, donc là on sent, sur toutes les autres intrigues, on sent qu'on arrive vers une première conclusion, qui mènera ensuite vers une saison 2. Mais j'avoue que sur les Pieds Velus, je sais pas vraiment où ils vont. Jusque-là, ce qu'on a eu, c'est, nous a présenté ce peuple et comment ils vivent et qui ils sont. Ils ont rencontré l'étranger, qui est bizarre, qui parfois fait des choses très bien, parfois fait des choses pas sympathiques, et ils ont rencontré les espèces de mystiques dans cet épisode, qui, elles, sont pas sympathiques du tout. C'est vraiment le plus gros mystère reste. Je sais que le plus gros mystère, c'est sans doute qui est Sauron, mais moi je trouve que là pour le coup, c'est-à-dire qu'à la seconde où on va savoir qui est Sauron, je sais exactement où on va, et la majorité des gens savent à peu près où on va. Là, je sais pas du tout dans quelle direction on se va. L'une des théories que je pourrais avoir, c'est que ils vont trouver la comté. Ils vont traverser plein de lieux, et à la recherche de l'étranger, ils vont finir par trouver un lieu, et à se dire, ah tiens, dans quelques années, on pourrait revenir ici pour s'installer. Ce qui serait là je parle, conclusion peut-être à la fin de la 5e saison, ou un truc comme ça, mais ce serait une jolie boucle, ce serait un joli bout d'histoire. À voir. En fait, je sais pas vraiment où ils vont, et c'est tout le temps la plus petite partie de l'intrigue, c'est jamais le gros morceau de l'intrigue de cet épisode, mais ils sont tous tellement adorables et sympathiques, et ils sont le cœur de cette série, vraiment. Surtout les deux, là, Poppy et Nori, elles sont tellement parfaites et adorables, et on n'a vraiment pas envie qu'il leur arrive du malheur, on veut juste qu'elles puissent manger des framboises tranquilles, sans être harcelées par des loups et des madames bizarres. Donc non, j'espère que leur intrigue, elle sera positive. Je veux pas qu'il leur arrive du mal. Mais globalement, voilà, je suis allée assez rapidement sur les Pieds Velus, parce que il se passe pas enfin, il se passe des choses, mais pour l'instant, je sais pas trop vers où on va. On va vers Verbois le Grand, clairement, mais voilà. Ça, c'était pour l'intrigue numéro 1. Ensuite, on retourne à Khazad-dûm, où Elrond se présente devant le roi Durin III, après toutes les discussions qu'il a eues avec Durin IV et Gil-galad dans pas l'épisode précédent, mais l'épisode d'avant, où il a expliqué donc l'utilisation du mithril, pourquoi ils en ont besoin, etc., etc. Et Durin IV, à ce moment-là, avait dit, il faut qu'on aille parler à mon père, et c'est ce qu'ils font. Ils parlent à
papa Durin. Et Elrond est très bon, est toujours très bon en politique. Il sait que il faut pas forcément débarquer avec une escouade de plein d'elfes. Il est très poli, il parle un certain nombre de termes en langage nain, donc il comprend quand les seigneurs nains derrière parlent. Il s'agenouille devant Durin III, ce qui est une marque de respect évidemment, et il donne l'offre de Gil-galad, qui est assez impressionnante, notamment de fournir tout un tas de choses assez importantes, notamment du bois, je crois, qu'ils disent de l'Eriador, et je pense que c'est ce qui impressionne le plus les nains derrière, ils promettent de faire ça pendant 500 ans. C'est des elfes, pour eux, les années, c'est pas la même chose que tout le monde, et ça semble plutôt plaire à tout le monde, sauf à Durin III, le roi, qui demande à parler à son fils après cette discussion, et ensuite une excellente réponse. Globalement, je trouve que si je devais donner un prix du meilleur acteur dans un épisode, là, cette semaine, il irait à ces deux acteurs-là, notamment à Durin IV, Owen Arthur, qui est excellent dans le rôle du fils qui se sent bridé par son père, dans le rôle de l'ami qui est en train potentiellement de voir son pote mourir, du grand jeu d'acteur. Cette discussion est passionnante. Elle est passionnante parce que, en tout cas, moi, ils ont réussi à me faire beaucoup apprécier Durin IV et sa relation avec Elrond. Et donc je veux qu'ils réussissent dans leur quête, je veux qu'il arrive à convaincre son père de donner du mithril aux elfes, etc., etc. Mais, Durin III a raison. Durin III a raison. C'est dangereux de miner du mithril. Il y a des nains qui ont failli mourir la dernière fois qu'ils l'ont fait. Durin IV semble globalement pas s'inquiéter trop des potentielles blessures ou morts des mineurs. Alors lui, il fait partie des mineurs, mais clairement, il y pense pas, c'est pas une priorité pour lui. Et Durin, le roi, Durin III, mentionne aussi que s'il a été décidé par des puissances supérieures que c'était la fin du règne des elfes, c'était la fin de la vie des elfes, faut pas forcément essayer d'interrompre ce destin, on va dire. Et en terre du milieu, c'est pas un mauvais avis à avoir. Évidemment, on comprend le désespoir complet de Durin IV. Évidemment. Il va perdre son ami, il va voir un peuple entier mourir, et c'est horrible. Mais honnêtement, Durin III a raison. Il y a une finalité des choses chez Tolkien qui fait que oui, et quand tu essayes de prolonger quelque chose qui doit être terminé, en général, c'est pas bon signe. Et quand tu vas trop loin, tu vas plus loin dans ton ambition que ce que tu devrais, puisque le mithril, certes, il le fait principalement pour sauver son ami, et les elfes en général, mais même avant, Durin voulait que son père lui autorise à miner le mithril, ce qui est évidemment une ambition pour son peuple et pour lui, de devenir plus riche, de devenir plus puissant, etc. Et c'est toujours un risque, notamment chez les nains, mais c'est un risque en général chez Tolkien, parce qu'en général, quand t'es trop ambitieux, ça promet des potentiels soucis. Et son père refuse donc de donner du mithril aux elfes, ce qui les condamne à mort, globalement. Vu les informations qu'on a jusque-là, évidemment, j'imagine qu'ils vont trouver une solution alternative. J'ai quelques idées sur quelles pourraient être ces solutions alternatives. Mais, en gros, Durin III, le roi Durin III, décide de ne pas assister les elfes à ce moment. J'insiste parce que j'ai le sentiment que ça va être intéressant de voir les conséquences de ça. Déjà, il y a des conséquences assez drastiques sur la famille, sur les deux Durin là, qui se prennent le bec là-dessus, mais ensuite aussi pour la relation entre les nains et les elfes, ça risque d'être intéressant. Disa réagit pas très bien, elle est super vénère, à raison, et elle suggère à Durin de pas respecter les volontés de son père et de juste miner du mithril de toute façon, au point où, juste pour pousser son père à prouver que ils peuvent pas faire autrement, parce que de toute façon, regardez tout ce mithril qu'il y a, il faut l'utiliser. Et Durin IV, très sagement à ce moment-là en tout cas, lui dit non, je dois obéir à mon roi, c'est pas juste mon père, c'est mon roi aussi. Je crois qu'il dit une phrase du genre quel genre de père je serais si je montrais à mes enfants qu'on ne pouvait ignorer les ordres de son roi. Qui était une très bonne phrase à avoir jusqu'à ce que tu l'ignores un petit peu plus tard dans l'épisode. Et Elrond débarque à ce moment-là et comprend immédiatement, avant même que Durin ait à lui dire, que la réponse est non. Durin essaye de l'inviter à
à dîner et il dit non, je dois aller prévenir le haut roi Gil-galad qui bientôt ne sera plus roi de rien du tout puisque Lyndon n'existera plus, qui est très drastique et tragique. Je sais pas si vous avez peut-être pas vu forcément toutes mes vidéos, je suis toujours pas super fan des durées très raccourcies du déclin des elfes et de l'espèce de pouvoir magique du Mithril. Je comprends d'où ça vient, je comprends qu'est-ce qu'ils cherchent à faire exactement. C'est pas la chose que je préfère, mais honnêtement, malgré le fait que ça m'embête un petit peu, ouais, le fait que là, potentiellement, oui, il dit que ça y est, c'est la fin du royaume de Lyndon. La relation entre Elrond et Durin est tellement bien jouée et tellement belle qu'en fait, c'est pas grave. Je peux ignorer ce petit truc de lore qui m'embête parce que bon, Tolkien, machin, parce que ces scènes, elles sont magnifiques. Elrond et Durin qui se disent Namarrié, qui veut dire adieu en elfique. On voit Durin pleurer le destin de son ami qui va disparaître et toutes les émotions. De toute façon, dans cet épisode, on n'arrête pas de voir des gens pleurer. Owen Arthur, vraiment, Owen Arthur est extraordinaire dans cet épisode. Quand il pleure, je pleure. On pleure tous ensemble. Il est déchiré de voir son ami partir comme ça, il est déchiré de pas pouvoir l'aider. Je crois qu'un peu plus tard dans l'épisode, il fait une métaphore sur le fait que son ami est en train de se noyer et qu'il lui tend la main et que lui, on l'empêche d'attraper sa main et de le sauver. C'est horrible, et il lance un bout de mithril sur le coin de table et là où il y avait la feuille en décadence, la feuille qui était noircie, et le mithril, la lumière du mithril guérit la feuille. Encore une fois, je suis pas super méga fan de ce petit truc magique, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. J'étais un peu surprise parce que la réaction de Durin et de Disa était en choc. Parce que ça, c'est ce qu'on leur avait expliqué, c'est Mithril, la lumière du Mithril peut repousser le mal, globalement. Là, ils voient la démonstration directe de ça, et je me demande si c'est que jusque-là, ils y croyaient qu'à moitié, c'est-à-dire, oh, c'est une théorie, mais on l'a pas encore testé, peut-être que ça pourrait marcher, et du coup là ils ont la preuve, c'est-à-dire que 100% on sait que s'il y avait suffisamment de mithril, ça pourrait empêcher ce déclin, et du coup ils sont un peu choqués, et Durin rappelle Elrond immédiatement, et ils vont tous les deux, j'adore toutes les scènes avec Durin et Elrond, ils sont tellement adorables les deux, ils ont tellement une amitié magnifique, j'adore les amitiés de ce style dans les séries, et celle-ci elle est tellement bien faite. On les voit donc en train d'essayer d'ouvrir un bout de mine pour repérer du mithril, et ils discutent un petit peu. Elrond se moque un peu de Durin en lui disant qu'il a perdu volontairement la compétition de cassage de cailloux qu'on a vu dans les premiers épisodes. Ils rigolent et machin, c'est extrêmement touchant, ils ont une très belle relation. Je pense que ça touche Elrond de voir que Durin essaye autant de le sauver, et lui et son peuple entier. Et vraiment, j'adore cette relation. Elle est géniale. Et Durin finit par faire un trou dans la montagne, et on voit des filons de mithril un peu partout qui vont vers le sol très très loin, dans les tréfonds de la montagne de partout. Et donc ils sont tous les deux très excités de voir autant de mithril, et ils sont repérés évidemment par Durin numéro 3, le roi, qui est absolument furax d'avoir été désobéi et qui fout Elrond dehors. Elrond a récupéré un morceau de mithril à ce moment-là, qui j'imagine potentiellement pourrait devenir important, donc je le mentionne. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir assez désemparé à ce moment-là. Jusque-là, on sentait quand même qu'il avait les choses sous contrôle et que là, potentiellement, il sent qu'il a perdu. Lui et l'intégralité de tout son peuple vont potentiellement mourir ou vont devoir partir vers Valinor et quitter la Terre du Milieu, et c'est pas forcément ce qu'il veut. Donc, c'est pas la joie. En parlant de c'est pas la joie, Durin, père et fils, ont une conversation. Et encore une fois, quand je vous dis que si je pouvais filer des prix, ce serait à ces deux acteurs pour cet épisode-là. Cette conversation est extraordinaire. Durin 3, père, parle à son fils de sa naissance, en lui disant que quand il était né, il avait un problème de santé et que tout le monde s'inquiétait beaucoup du fait qu'il ne respirait pas assez, qu'il passait ses nuits avec lui à lui tenir le menton en l'air pour essayer de l'aider à respirer, etc. Et qu'à un moment donné, il a eu une vision de son fils avec les barbes de ses ancêtres, les barbes grises de ses ancêtres.
et qu'il a su que il avait pas besoin de s'inquiéter parce que son fils aurait un grand avenir. Et son fils, Durin 4, lui répond « Mais tu me laisses pas, tu veux que j'ai un grand avenir ambitieux, mais tu ne laisses aucune de mes ambitions avancer, tu me retiens à chaque chose, tu m'empêches de progresser, et tu es bloqué dans tes vieux carcans, dans tes vieilles traditions. » Et on sent que là, tout ce que Durin lui dit à ce moment-là, c'est pas juste... Encore une fois, c'est pas juste l'histoire avec Elrond. C'est en partie, c'est ça qui fait exploser la relation entre le père et fils. Mais il y avait dans un épisode où il y avait eu un éboulement dans une des mines. On avait vu Durin revenir en disant furieux que son père avait fermé les mines, et Elrond avait calmé Durin à ce moment-là en parlant de son propre père, en disant qu'il serait heureux lui d'avoir une conversation avec son père. Et donc Durin n'avait pas dit tout ce qu'il voulait dire à ce moment-là à son père. Là, il y a tout qui ressort. C'est-à-dire qu'il lui reproche évidemment de tuer Elrond et les elfes en général, mais aussi de l'empêcher de progresser, de l'empêcher de faire avancer son peuple, de restreindre les progrès, etc. C'est pas une conversation qui se passe super bien, ça termine avec Durin 4 qui compare Elrond à son frère en disant que il est aussi proche de lui que si Elrond était sorti du ventre de sa mère, en gros, ce qui fout en rage pas possible Durin 3, qui lui enlève son collier. Je sais pas ce que c'est exactement, mais le truc assez joli qu'il avait autour du cou, avec les écritures et tout ça, qui sans doute le désignait comme l'héritier et le prince de Khazad-dûm, et qui se sépare avec le roi qui lui dit ne ramasse pas ça ne t'appartient plus. Déshérité, un petit peu. Je sais pas exactement comment marche ce genre d'héritage chez les nains, mais c'est pas une bonne conclusion à la conversation. Et on retrouve Durin qui va discuter avec sa femme, mais ils sont tous les deux assez abattus, et Disa, j'énerverai pas, Disa. On l'avait vu assez féroce, on va dire, quand elle parlait à Elrond, quand elle mentait un petit peu pour planquer Durin. On l'avait vu très aimante avec Durin, avec Elrond plus tôt et tout ça. C'est la première fois qu'on la voit énervée et ambitieuse et tenace à ce point-là. L'ambition et la ténacité, c'est assez légendaire chez les nains. Elle parle de elle et de lui qui régneront sur Khazad-dûm et sur toutes les montagnes. Et elle va pas laisser son mari se faire abattre aussi facilement. Et ouais, je l'énerverai pas quand même. Hein. Elle était un peu flippante dans cette scène. Ce que je disais tout à l'heure, l'ambition, c'est dangereux chez les nains. Potentiellement, ça peut mener à des choses pas sympathiques que l'on va voir dans 30 secondes environ, car on retrouve Durin, le roi Durin 3, toujours au même endroit où il retrouve la feuille qui a été guérie par le mithril, et il la lance dans le trou qu'a fait son fils, en disant « refermez-moi ce trou », et on suit la feuille à travers la montagne qui tombe très très loin dans la montagne, jusqu'à prendre feu en présence d'un petit Balrog. Oups. Oui, il faut pas creuser trop loin dans la montagne. C'est là où je dis que Durin 3 a raison. Il a raison d'être méfiant, d'être précautionneux. Et son fils est sans doute jeune, il a pas vu les choses qu'a vu son père. Et même si on est évidemment du côté dans le camp de Durin 4, parce que c'est le personnage qu'on suit depuis le début, parce que on veut que les elfes ne meurent pas, on veut que Elrond vive sa petite vie, mais Durin 3 avait raison. Il aurait mieux fallu laisser le mithril tranquille, parce que on nous a pas montré un Balrog pour rien. Hein. Ça tease quelque chose. À un moment donné, il va sortir de là où il est, le Balrog. J'ai adoré cette partie sur les nains et sur Elrond. Les acteurs sont fabuleux. Ils ont pris... L'épisode précédent, on était dans l'action... Enfin, il n'y avait pas que de l'action, mais globalement, c'était des batailles. Et là, c'est vraiment un épisode qui se concentre sur les personnages. Donc on a beaucoup de dialogues de 1 à 1 dans les 3 morceaux de l'épisode, et notamment dans ce morceau-là sur les nains. Et c'est là où on est content d'avoir des bons acteurs qui font un travail assez extraordinaire, où on arrive à voir la douleur et la colère de Durin dans la majorité des conversations qu'il a avec son père. On arrive à voir le chagrin beaucoup plus contenu chez Elrond, mais toujours présent. On arrive à sentir les émotions de
du roi du Rhin 3 aussi, qui sont pareils, un peu comme Elrond, beaucoup plus contenues, mais présentes aussi. C'est assez... J'ai beaucoup aimé cet épisode. Ça nous promet des choses très intéressantes pour la suite. On va sans doute se retourner en Eregion ou à Lindon dans le prochain épisode avec Elrond, qui va devoir annoncer cette nouvelle à Gil-galad et à Celebrimbor, et ensuite il va se passer des choses. J'ai des théories sur ce qui peut potentiellement se passer, mais en tout cas, pour l'instant, les nains ne vont pas donner des tonnes et des tonnes de mithril aux elfes. Ils vont devoir trouver potentiellement une autre solution. Ou potentiellement une autre solution serait d'attaquer Khazad-dûm avec une armée en espérant récupérer de force du mithril, mais ce serait une extrêmement mauvaise idée. Ce serait globalement la pire des idées que pourrait avoir quiconque. Cette recherche du mithril par les elfes n'est pas vraiment dans les livres. Tout est possible, mais je pense pas qu'on va aller vers un conflit armé. C'est pas... Je pense pas que Gil-galad est stupide à ce point-là. Khazad-dûm, c'est imprenable, hein. Et on va ensuite sur la plus grosse partie de cet épisode, dans les terres du sud, où on est juste après l'éruption du volcan, et Galadriel ouvre les yeux et se réveille globalement dans un monde post-apocalyptique. L'Orodruin a explosé et a envoyé de la fumée, des flammes, des morceaux de cailloux en feu partout, et c'est l'horreur. Honnêtement, c'est globalement l'horreur. Et ils ont bien réussi cet aspect-là, vraiment, de montrer que c'est, je disais apocalyptique tout à l'heure, mais oui, c'est l'enfer sur Terre. Et la série hésite vraiment pas à montrer la dévastation qui a suivi la catastrophe. On voit évidemment des flammes partout, mais on voit aussi des morts partout. Il y a de la cendre. Une bonne partie de l'épisode est orange suite à l'horreur et au volcan. Et on voit Galadriel chercher Elendil et Halbrand un petit peu paniqués. On voit que la vision de tout le monde, y compris de Galadriel, est assez limitée. Et on entend Théo appeler sa mère, et donc Galadriel va le récupérer et va le prendre sous son aile un petit peu. C'est pas un duo auquel je m'attendais particulièrement. Je pensais pas forcément qu'ils mettraient ensemble Galadriel et Théo. Mais finalement, ça marche vachement bien. Théo est vachement remonté dans mon estime. Et dans cet épisode, il est vachement intéressant. Et les discussions qu'il a avec Galadriel sont vachement intéressantes. Ils essayent tous les deux globalement de sortir de l'enfer dans lequel ils sont, sans se faire repérer par les orques qui peuvent désormais marcher en plein jour, puisqu'il y a un épais nuage de fumée qui couvre le soleil. Et en gros, Galadriel explique un petit peu à Théo que c'est fini, ils ont perdu là. Les terres du sud sont complètement perdues et acquises à Adar et aux orques. Et Théo proteste un petit peu, mais finit par comprendre en effet que c'est le cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils pensent tous les deux qu'ils sont responsables. Donc Théo parce que il a donné l'épée, enfin l'espèce de clé épée, à Adar, quand il pensait que sa mère allait se faire tuer. Et Galadriel parce qu'elle a cherché le mal partout pendant des centaines et des centaines d'années, et qu'elle savait pas qu'il était là, parce qu'elle pense sans doute qu'elle est pas arrivée assez vite, parce qu'elle aurait dû savoir qui c'est, parce que j'imagine que c'est dans sa tête, hein, c'est pas du tout ce que je pense moi-même, mais on imagine que c'est ça qui la traumatise encore et toujours. On les voit parcourir le monde rempli de cendres qui sont devenues les terres du sud, et Théo parle du fait qu'il n'est pas soldat. Enfin, il demande à Galadriel s'il est un soldat, et elle va lui donner son épée en lui disant bah tu peux le devenir en gros. Et c'est vraiment, je trouve que la relation entre les deux est assez intéressante. Ils ont des discussions assez intéressantes. Théo fait parfois des petits commentaires qui font poser Galadriel pas sur oh il est trop intelligent, mais sur les commentaires qu'il fait comme un jeune homme qui vient d'être traumatisé par un début de guerre ressemble à ce que moi je pense, alors que moi j'ai été traumatisé par des centaines et des centaines d'années de guerre, et donc il y a quelque chose là qui commence à cliquer. On sent que Galadriel commence, parce qu'elle fait des réflexions où tu te dis tu devrais les appliquer à toi-même. Ces réflexions, madame. Et je pense que c'est ça qu'elle se dit aussi, que peut-être que elle lui dit qu'elle a tué des milliers et des milliers d'orques, et il dit c'est une bonne chose. Il dit non, faut pas laisser le mal entrer, il faut pas que quelque chose comme tuer quelqu'un, même si c'est un orque, soit considéré comme une bonne chose, sinon tu laisses le mal entrer dans ton cœur. Et on comprend quand même que c'est probablement ce qu'elle a fait. Elle a laissé rentrer le mal chez elle. Bref, j'ai trouvé que c'était un duo inattendu, mais particulièrement intéressant. De l'autre côté, on a Isildur qui essaye désespérément de sauver Valandil et Ontamo, qui sont tous les deux bloqués sous une maison. Il arrive à faire sortir Valandil, mais Ontamo est mort. Il est déjà
mort quand la maison s'est effondrée, on imagine, ou quand le volcan a explosé. C'est méchant de la série de nous présenter un pote. On n'a pas passé beaucoup de temps avec lui, mais on l'a vu avoir une copine à Numénor. Oui, ce que j'avais trouvé intéressant dans l'épisode précédent, que j'avais pas pu mentionner parce que j'avais fait une vidéo très courte, c'est que Ontamo disait « J'ai vu assez de guerre ». On a souvent vu dans Le Seigneur des Anneaux, version Peter Jackson, etc., des gens plutôt apprécier la guerre, voir ça comme quelque chose de glorieux, comme quelque chose de nécessaire, etc. Et c'était le cas, mais on avait vu Gimli et Legolas s'amuser à tuer des orques et à les compter, etc. On a vu Aragorn n'aimait pas particulièrement faire la guerre, mais il fuyait pas, et c'était quelque chose de noble d'aller défendre le Gondor, d'aller défendre la Terre du Milieu en général. Et là, on voyait quelqu'un dans l'épisode précédent qui disait « Non, c'est trop horrible pour moi ». Je trouvais ça bien qu'on voit des personnages qui, à la seconde où ils rencontrent l'horreur qui est la guerre, disent « Non, non, quelle que soit la raison, je peux pas faire ça ». Et du coup, je trouve ça dommage. Enfin, je suis pas extrêmement triste parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le connaître, Ontamo, mais je suis triste pour Valandil et pour Isildur. Et je trouve ça dommage qu'on n'aurait pas vu la progression de ce personnage, qui aurait pu être intéressante. Valandil et Ontamo rencontrent ensuite Myriel, la reine Myriel, et ils vont tous aller essayer de sauver une famille qui est bloquée dans une maison en feu, mais celle-ci va s'effondrer et elle va emporter Isildur dans les flammes, et Myriel va se faire aveugler par les flammes. Potentiel spoiler, si vous vous souvenez pas de la communauté de l'anneau, mettez-vous en muet pendant quelques secondes. Tout le monde est parti ? Ok. Isildur est pas mort. Évidemment, on sait qui va devenir Isildur, on sait ce qu'il va devenir. Donc, je sais pas exactement où ils vont aller avec ça. Je trouve ça intéressant parce que Isildur voulait quitter Numénor. Il voulait peut-être aller à Valinor, enfin à l'est, à l'ouest, peu importe. Il a réussi non seulement à quitter Numénor, mais en plus, il va se retrouver bloqué loin des Numénoréens pendant quelques temps, puisque à la fin, ils s'en vont. Je sais pas comment il va survivre ça, mais il va survivre ça. Et donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va devenir, parce qu'il va être un peu isolé de sa famille et des siens pendant quelques temps. On retrouve les Numénoréens en train de s'enfuir vers leur camp, notamment Elendil, très inquiet parce qu'il n'a pas de nouvelles de son fils, et Myriel et Valandil arrivent à ce moment-là. Donc Elendil est très contente de voir que la reine est en un seul morceau, et Valandil lui apprend la mort de son fils, Isildur, et potentiellement celle d'Ontamo aussi, mais oui, clairement, Myriel et Valandil sont persuadés à 100% que Isildur est mort. En effet, ça me semble difficile de survivre quand il y a des énormes morceaux de bois enflammés qui te tombent dessus, mais je me dis qu'il est peut-être tombé genre dans un tunnel en dessous ou un truc comme ça. Ça marcherait. Et on retrouve Elendil qui guide le cheval de Myriel, l'air absolument désespéré et horrifié, et on apprend aussi à ce moment-là que Myriel ne voit plus. Elle dit qu'elle voit que du gris, ce qui est assez intéressant parce qu'on repense à la prédiction de son père, qui lui avait dit « Ne va pas en terre du milieu, il n'y a que les ténèbres qui t'attendent ». Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait prédit que ça puisse être les ténèbres de façon littérale, de façon de si tu y vas, après tu ne verras plus rien. Et donc la pauvre Myriel ne voit plus. Je sais pas si c'est permanent ou pas. Myriel, dans les livres, on n'a pas énormément d'informations sur elle. Il y a certains éléments sur la suite de sa vie que je sais d'avance, mais ça, par exemple, c'est sans doute quelque chose qu'ils ont inventé. Et je trouve ça assez intéressant. Il faut se souvenir qu'il y a un conflit à Numénor, il y a une division à Numénor, et que venir en Terre du Milieu, c'était pas une décision super populaire. Et s'ils avaient réussi leur guerre, ça aurait sans doute été une excellente chose pour Myriel, qui aurait pu consolider sa place, qui aurait pu dire « Vous voyez, il faut qu'on continue notre relation avec les elfes. Là, des Numénoréens sont morts, des soldats Numénoréens sont morts, la reine a été fortement blessée, Isildur est potentiellement mort. » Qui, par exemple, quand on pense à la sœur d'Isildur et Arienne, qui était particulièrement contre le fait que les Numénoréens aillent dans cette guerre, ça risque de la pousser encore plus vers l'extrême maintenant qu'elle pense que son frère est mort. Il y a plein d'éléments qui vont découler du fait qu'ils aient perdu cette guerre. Ils l'ont perdu pas de leur faute, ils se sont battus vaillamment, mais tu peux pas te battre contre un volcan. Et du coup, c'est la merde un petit peu. On retrouve Galadriel et Théo qui se sont donc planqués en attendant qu'une compagnie d'orques passe pendant la nuit.
Et ils continuent à avoir une discussion, on sent que Théo est toujours assez, évidemment, dévasté par ce qu'il a vécu, sa maison a été complètement détruite, Galadriel parle de dessins. C'est intéressant parce que Durin III, le roi, a parlé aussi des dessins des êtres supérieurs et des êtres bons, et donc là Galadriel fait aussi référence donc aux dieux, aux Valar. Elle dit juste qu'elle voit pas c'est quoi l'objectif, pour l'instant c'est quoi le dessin, mais qu'il y en a potentiellement un. Et Théo lui demande si elle a perdu des gens aussi dans sa famille, dans ses proches, et elle mentionne ce qu'on savait déjà, qu'elle a perdu son frère, Finrod. Et ensuite, surprise pour tout le monde, y compris moi, y compris tout le monde, elle mentionne le fait qu'elle a perdu aussi son mari, Celeborn, qui a disparu. Alors, spoiler de la communauté de l'anneau encore, je l'ai dit, il y a trop d'influence. Celeborn, on l'a vu dans les films. Il était à côté de Galadriel pendant la communauté de l'anneau. On l'a vu aussi à la fin du retour du roi partir à Valinor avec sa femme, avec Elrond, etc. Et on pensait, moi et je pense l'intégralité de tout le monde, qu'à ce stade-là de l'histoire, vu qu'elle n'était pas avec Celeborn, enfin qu'on n'avait pas vu Celeborn jusque-là, que ils s'étaient probablement pas encore rencontrés et que ça serait quelque chose qu'on verrait dans les prochaines saisons. Mais non, ils se sont rencontrés. Il l'a vu danser un jour. Ça m'a fait rire la réaction de Théo de toi, tu danses, qui est assez rigolo. Et ils se sont mariés. Et un jour, Celeborn est parti à la guerre au premier âge et n'est jamais revenu. Et c'est important de préciser qu'elle ne dit pas Finrod, on l'a vu mourir, on a vu son corps. Elle aussi, elle l'a vu. Là, elle pense que Celeborn est potentiellement mort, mais elle l'a pas vu. Elle n'a pas vu son corps, elle l'a juste jamais revu. Donc, je ne pense pas une seule seconde que Celeborn est mort. Déjà parce que ce serait un très gros écart par rapport au livre. Ce qu'il pourrait faire, et ce serait pas très très grave. Celeborn n'est pas extrêmement important pour l'histoire. Mais, il est un petit peu important, mais c'est pas majeur, mais c'est son mari. Elle a eu un enfant avec. D'ailleurs, en parlant de son enfant, Celebrian, du coup, vu que elle est déjà mariée avec Celeborn, je me demande si Celebrian existe déjà. Ou pas. C'est important, mais je peux pas dire pourquoi c'est important. Bref. Celeborn existe. C'est tellement inattendu, parce qu'elle l'a pas du tout mentionné, et du coup, je me dis que ce sera une scène assez fabuleuse le jour où elle va le revoir. Et j'espère qu'il a une bonne excuse. Après, j'ai vu des gens dire peut-être qu'il est retenu en otage par Sauron ou par des forces du mal quelque part en train de se faire torturer, ce qui serait horrible, donc j'espère que non. J'espère juste que il est bloqué quelque part, il a pas réussi à revenir, il a perdu sa mémoire, peu importe la raison pour laquelle il est resté planqué pendant très longtemps, mais j'ai beaucoup aimé cette petite mention, ce qui nous annonce des trucs intéressants pour la saison 2. Peut-être pas, peut-être qu'il est pour de vrai mort, mais j'y crois pas une seule seconde. Ce qui est intéressant dans la relation entre Galadriel et Celeborn, c'est que ils ont passé plein de temps séparés. Souvent, Galadriel, elle allait faire des trucs, enfin, si vous lisez les contes et légendes inachevées, notamment, là, il y a des informations sur Galadriel et Celeborn. Souvent, Galadriel, elle part faire des trucs. Et Celeborn, il reste dans son coin, tranquille. Parce que bon, en partie parce qu'il peut pas tolérer les nains et que Galadriel va se balader à Khazad-dûm et tout, mais bref, c'est probablement pas des trucs qu'on verra puisqu'ils ont complètement changé l'histoire, mais c'est intéressant. Et potentiellement quelque chose que l'on verra dans la suite des saisons. Ou pas, je sais pas. J'y crois pas une seule seconde qu'ils sont morts. J'ai vu trop de séries, trop de films, j'ai lu trop de livres. Si je vois pas le corps du mort, je ne crois pas que cette personne est morte. On me la fait pas. Bref, on voit les orques patrouiller. Galadriel empêche Théo de s'exciter trop vite. Encore une fois, il est très jeune et il est évidemment très énervé d'avoir perdu sa maison. Là, il n'est pas sûr de sa mère est vivante, etc. Mais elle le retient et donc il laisse passer la patrouille et ils finissent par arriver au camp des Núménoréens où Elendil est en train de prendre soin ou essaye de prendre soin de Bérec, le cheval d'Isildur, et Valandil lui suggère en gros de le laisser partir parce que rien ne le calmera, rien ne pourra lui parler maintenant que son maître a disparu. Et donc je suis absolument 100% persuadée qu'on va avoir Bérec le cheval qui va aller nous sauver Isildur d'un coin où il est tombé ou je sais pas quoi, à la 2 tours de Peter Jackson. Ce sera magnifique, ce sera bien. J'ai hâte de le voir. Elendil est dévasté. Honnêtement, le pire c'est après, mais tous les plans à partir du moment où Elendil pense que Isildur est mort, c'est compliqué parce que on ressent pas évidemment la douleur qu'il ressent puisque nous on sait qu'Isildur n'est pas mort.
mais l'acteur est fabuleux, on le sent complètement KO, en fait, émotionnellement, et c'est une assez jolie scène. Comme je disais, Galadriel et Théo arrivent au camp, on sent que Galadriel hésite un petit peu, elle se sent très responsable de ce qui s'est passé, et notamment pour les habitants de Terre du Sud, mais là, les Núménoréens sont morts, donc pas une bonne journée pour elle, et pour personne. Théo part à la recherche de sa mère et de Arondir potentiellement, et les horreurs de la guerre ne lui sont pas particulièrement épargnées, ni à lui ni à nous d'ailleurs, puisque quand il va dans l'infirmerie, on voit du sang partout, des blessures, des amputations, enfin tout ce qui va avec une guerre, tout autant qu'avec un volcan en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un espèce de parallèle. C'est-à-dire, dans tous les cas, ça aurait pas été une énorme bataille. S'il y avait pas eu le volcan, la bataille aurait pas été énorme, puisque c'était des petites armées. L'armée de Hadar, elle est pas immense. Les Núménoréens, ils sont arrivés avec 2 bateaux. Les Terres du Sud, c'était des petits villages à droite à gauche. C'était pas une grosse bataille. Mais pour nous montrer que c'était déjà l'enfer, ils ont rajouté le volcan et ils ont fait des blessés qui ressemblent à des choses que tu peux voir, j'imagine, dans une guerre. Bref, c'est assez horrible. Mais Bronwyn va bien, elle est vivante, elle est en un seul morceau, elle est très heureuse de retrouver son fils. Arondir, le magnifique, est aussi en un seul morceau. Théo va lui faire un méga hug, ce qui est inattendu de sa part, mais je vous ai dit, Théo, il a grandi un petit peu dans cet épisode, dans l'épisode précédent aussi. Et il est très heureux de retrouver Arondir. Bronwyn a un rare moment de joie à voir son fils et son chéri être réconciliés et être heureux de se retrouver. Pas souvent qu'on voit les gens sourire, donc on apprécie l'image de Bronwyn en train de sourire. Et Myriel, de son côté, avec Elendil, sont en train de planifier le départ des Núménoréens. Ils vont juste laisser un contingent de soldats pour amener les habitants des Terres du Sud en sécurité loin de là, mais ils se barrent. Ce qui est pas, encore une fois, pas très bon signe, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un échec sur toute la ligne. Ils sont arrivés, ils se sont fait ramasser par un volcan. C'est pas de leur faute, c'est un volcan, voilà. Et ils se sont barrés aussi secs. C'est très... Ouais. C'est pas foufou. Galadriel et Bronwyn viennent voir la reine. Elendil est très sec avec Galadriel. On l'a vu auparavant dire qu'il aurait pas dû. Il aurait dû laisser Galadriel sur son radeau avec Halbrand. Il regrette fortement, ce qui, à mon avis, pareil, va être intéressant à voir dans le prochain épisode par rapport à Eärien, par rapport à quand Isildur reviendra ou ne reviendra pas. Ça va me donner des scènes assez intéressantes, j'ai vraiment hâte de voir. Galadriel s'agenouille devant Myriel. Myriel lui dit on s'agenouille pas à Núménor, et Galadriel lui rappelle qu'on n'est pas à Núménor. Et, encore une fois, elle prend responsabilité pour ce qui s'est passé, et Myriel lui dit quelque chose j'ai adoré cette scène. Elle lui dit garde ta pitié pour nos ennemis, car Núménor reviendra. Elle fait un serment que ils vont revenir, et la façon dont elle le dit, c'est pas genre on va revenir avec 2 bateaux et pour sauver un petit village dans un coin. Non, c'est on va revenir et on va tout casser. Et Hadar, potentiellement Sauron, vont regretter de s'en être pris à Núménor. Et il faut prendre ces menaces au sérieux, je pense. Et Galadriel lui répond que les elfes seront présents quand Núménor reviendra. C'est une belle scène où ces 2 femmes qui ont souffert énormément dans les derniers jours de ce qui s'est passé, retrouvent courage l'une dans l'autre et promettent des choses pas sympathiques pour les orques du coin dans les jours à venir. Et on a une dernière scène, Myriel appelle Elendil pour repartir, et on a une dernière scène de Elendil en train de craquer complètement assommé par le deuil et la souffrance de la perte de son fils. Juste, on a vu Durin pleurer parce que il pensait que Elrond allait mourir prochainement. On voit Elendil pleurer parce qu'il pense que son fils est mort, et cet épisode il est dur émotionnellement, et lui aussi j'ai envie de donner un prix. J'aime beaucoup l'acteur qui joue Elendil, il est très bon je trouve depuis le début, et ce moment il était brisant. Et comme promis, les Núménoréens s'en vont, un peu la queue entre les jambes, c'est un échec encore une fois, sous les yeux de Arondir et Galadriel, mais Galadriel assure à Arondir qu'elle est absolument certaine que Myriel tiendra sa promesse. Ce qui, je pense, est vrai de la part de Myriel. Encore faut-il que Myriel arrive à tenir Núménor entre ses mains, à mener Núménor là où elle veut elle aller, et qu'elle se fasse pas surplanter par quelqu'un d'autre. Bronwyn vient les rejoindre, et elle explique c'est quoi le plan pour les Terres du Sud. Galadriel dit qu'elle va aller voir Gil-galad pour
l'informer de ce qui s'est passé et pour potentiellement se faire punir pour avoir désobéi. Et Bronwyn demande qu'est-ce qu'il en est de notre roi à nous, et Galadriel est assez surprise parce qu'elle pensait que Halbrand était mort puisqu'elle l'avait pas vu jusque-là. Et on retrouve Halbrand et qui est potentiellement Sauron, peut-être pas, je sais pas. Ça reste le meilleur candidat pour l'instant. Peut-être qu'on n'a pas vu Sauron. Fortement blessé, qui est assez heureux de retrouver Galadriel. Galadriel est assez heureux de le retrouver. Elle l'appelle son ami d'ailleurs, donc on voit qu'ils ont été, ils se sont fort rapprochés dans les derniers jours qu'ils ont passés ensemble. Et Galadriel confirme que pour guérir sa blessure, ils ont besoin de médecine elfique. Et donc il est probablement bon de l'amener à Lindon. Où en Eregion ? Probablement à Lindon. À confirmer, techniquement, les régions c'est plus proche. Si l'idée c'est d'aller au plus proche, je viserai les régions. Ils partent tous les deux, sous les acclamations des gens des Terres du Sud. Galadriel confirme à Théo qu'il peut conserver son épée et elle l'appelle soldat, donc on pense sans doute que ça va lui donner de l'ambition, j'espère, pour se battre du bon côté et pas partir en cacahuète, mais bon. Voilà, Halbrand n'est pas en super état, mais semble être plutôt revigoré par le fait de partir chez les elfes, se faire soigner, et par le fait qu'il est acclamé tout autour de lui, et le duo infernal repart sur la route, encore une fois, sous les acclamations des gens des Terres du Sud, notamment Théo, qui a trouvé un peu son côté patriotique avec cette expérience, et ils partent tous les deux à cheval. On fait un dernier détour sous le Rodruin, plus proche, là où il y avait le village de Bronwyn, de Théo, etc. Et on retrouve Adar en un seul morceau, qui a survécu l'éruption, et Waldreg lui l'acclame en disant « Vive Adar, seigneur des Terres du Sud », et Adar lui dit « Non, les Terres du Sud, c'était les terres des hommes qui ne sont plus là, maintenant ». Et Waldreg demande « Comment est-ce que vous appelez maintenant ces terres ?» Il ne répond pas, mais on a un titre qui apparaît, donc les Terres du Sud, Southland en anglais, qui disparaît, qui brûle, et qui se transforme en Mordor. Ah, c'était une jolie fin, c'était un bel épisode. On savait, je me souviens avoir hésité quand Galadriel regardait les cartes quand elle était à Númenor avec Elendil et qu'elle a compris ce que représentait que la marque, ce qu'elle pensait être la marque de Sauron était en fait une carte des Terres du Sud. Moi, à l'instant où elle a pointé ça en disant ça c'est les Terres du Sud, je savais que c'était le Mordor parce que c'est la forme du Mordor. Voilà. Et je me rappelle quand j'ai fait ma vidéo, je me suis dit ça doit être évident pour tout le monde, c'est évidemment. Mais je me suis dit, je crois l'avoir dit dans la vidéo, peut-être que tout le monde ne se souvient pas exactement à quoi ressemble la carte. Donc à ce moment-là, je l'avais pas dit, mais à la seconde où elle a expliqué ça, elle a expliqué que la marque c'était les Terres du Sud, c'était la carte des Terres du Sud, et je savais qu'ils allaient transformer les Terres du Sud en Mordor. J'avais pas pensé au volcan, parce que mon cerveau est très lent et que les scénaristes sont plus malins que moi. Et c'est cool, et c'est terrifiant, et c'est génial. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 derniers épisodes, là, c'était vraiment très très bon. C'est bizarre parce que je savais que dans les premières saisons de cette série, on allait sans doute voir la montée du mal, puisque le début du Deuxième Âge, c'est une période de paix et de tranquillité où le mal n'est pas présent, et ensuite, le mal revient et reprend place en Terre du Milieu, on va dire. Et donc je savais que ça allait arriver, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé qu'ils allaient centrer cette saison 1 sur la création du Mordor. Comment est-ce que le mal a fait fuir les humains qui habitaient là et a réussi à créer un lieu où les orques pouvaient grandir et vivre et s'armer, etc., etc. J'y avais pas pensé du tout. Je trouve ça maintenant que c'est fait, maintenant qu'on y arrive vers la fin de la saison, ça me semble une évidence en fait qu'ils soient partis là-dessus pour l'intrigue d'une saison 1, mais j'y avais pas pensé. Je sais à peu près où ils vont aller. J'ai une très forte idée où ils vont aller en saison 2 et j'ai une bonne idée de où ils vont aller dans les prochaines saisons. Mais c'est vrai que la saison 1, je savais pas forcément comment est-ce qu'ils allaient amener les trucs, et en fait c'est plutôt une bonne chose, une bonne idée d'être parti sur comment le Mordor a été créé à ce moment-là. J'ai trouvé vraiment que c'était 2 épisodes assez efficaces, qui ont pris le temps à la fois de nous montrer l'action dans l'épisode précédent de façon intense, de façon... Encore une fois, c'était des petits armées, c'était des petits combats, c'est pas des grosses... J'imagine que en saison 2, potentiellement saison 3, dans les prochaines saisons, on va avoir des grosses batailles qui n'auront rien à voir avec ça. Ça, c'était des petites batailles, mais elles étaient en partie dues au fait que Gil-galad n'a pas écouté Galadriel quand elle lui a dit que le mal était toujours là,
Myriel a perdu un bateau avant de partir à Numénor. Les terres du Sud ont été dévastées pendant des années et des années dans l'ignorance totale de tout le monde parce que tout le monde s'en foutait des terres du Sud. Ça a été causé par plein de critères et c'est... j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 épisodes. J'ai trouvé ça intéressant que sur le premier il fasse les batailles, sur le deuxième il fasse l'exploration. Comment est-ce que les personnages vont évoluer à cause de ces batailles-là. Et j'ai vraiment hâte de voir le dernier épisode. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils vont terminer. Si, ok. Je vais faire une prédiction. J'essaye de voir ce que je peux prédire sans spoiler. À la fin de l'épisode prochain, on va avoir la révélation de qui est Sauron. Ou on va voir Sauron pour la première fois si c'est pas quelqu'un qu'on connaît déjà. Et Sauron va rencontrer quelqu'un qu'il doit rencontrer pour que la suite de l'histoire puisse se passer. Ou alors, non, parce que je pense que ces 2 personnes en question se sont déjà rencontrées. Mais on va voir Sauron avec quelqu'un. Pas dire qui, parce que un spoiler, mais si vous savez de quoi je parle, si vous avez lu les livres, Sauron doit avoir des scènes avec quelqu'un. Et je pense qu'on va les voir tous les 2 ensemble. Et je pense que ce sera une des dernières scènes de la saison. Ce sera Sauron, et c'est la révélation. Bonjour, je suis Sauron. Potentiellement Halbrand, potentiellement pas. Mais si c'est Halbrand, je peux pas dire des choses, spoiler. J'ai pas très envie que ce soit Halbrand. Ça me dérangerait pas, ce serait pas choquant, j'arrêterais pas de regarder la série si c'est Halbrand, mais je pense que je préférerais que ce soit pas Halbrand. Je l'aime bien, il est sympathique comme personnage. J'ai pas forcément envie qu'il soit méchant. Je pense que de toute façon, si Halbrand n'est pas Sauron, il est soit le roi des morts, soit un futur Nazgûl, soit Sauron. C'est les 3 options pour lui. Du coup, dans tous les cas, il finira méchant. C'est juste que si c'est le roi des morts ou un Nazgûl, c'est pas vraiment sa faute. Enfin, le roi des morts, c'est un peu de sa faute, mais c'est pas... Nazgûl, c'est pas de sa faute. Je viens de penser à autre chose. Potentiellement. Parce que là, si au prochain épisode, on est tous en Eregion. Ouais, tous. Si dans le prochain épisode, on a Galadriel, Halbrand, Elrond, Celebrimbor, potentiellement Gil-galad en Eregion. Ouh, ça ferait des scènes intéressantes, ça. Et potentiellement Sauron, quelque part. On parle à des gens. Ouh, j'ai tellement hâte de voir le prochain épisode. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que là, clairement, le Mordor, il est fait. Les terres du Sud, elles sont capoutes. Donc Bronwyn, elle va aller, et Arondir, ils vont aller dans l'ancienne colonie de Numénor. Et je sais pas, en fait, c'est ça, le gros reveal de la fin de la saison, ce sera forcément Sauron. Ce sera forcément Sauron, je pense. Et potentiellement, ils vont nous dire qui est l'étranger. Sauf s'ils veulent maintenir ce mystère encore pour une saison supplémentaire, comme je pense pas que l'étranger soit Sauron. Ça résout le problème, mais... je sais pas. Ok. Ça fait trop longtemps que je divague. J'espère que cet épisode vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont trouvé un peu lent, parce que cet épisode vraiment se concentrait sur les personnages et sur l'après la bataille et l'après l'éruption de l'Orodruin, donc je peux comprendre que des gens aient pu trouver lent. Moi j'adore les explorations de personnages, moi vraiment, tu mets 2 personnages qui parlent ensemble, c'est les 3/4 du temps, c'est ce que je préfère, si les 2 personnages sont intéressants et qui racontent des choses intéressantes évidemment, mais là j'ai trouvé que ça fonctionnait vachement bien, encore une fois. Théo, Galadriel, génial. Elrond, Durin, génial. Durin, génial. Elendil m'a déchiré le cœur à chaque plan. Les Pieds-Velus sont parfaits, mais Poppy et Nori, elles sont parfaites. Et ouais, j'ai pas grand chose à redire sur cet épisode. Je suis toujours pas super méga fan du Mithril, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'en remettre à un moment donné. Et du coup, excellent épisode. J'ai pas beaucoup parlé de l'épisode précédent la semaine dernière parce que j'étais pas là, mais excellent de bout en bout. J'ai rien à redire. J'espère que vous les aimez, vous appréciez la série autant que moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont des reproches à faire, mais j'espère quand même que c'est fun. C'est censé être fun, pour tout le monde au cas où vous posiez la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Oh, j'ai hâte et en même temps, j'ai pas envie que ça se termine. On va pas avoir de saison 2 avant 2024, je pense. Ils sont en train de la tourner en ce moment. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. On n'aura rien avant 2024, du coup, on va avoir le temps de repenser à cette saison 1 en long, en large et en travers. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt sur Univers Fantasy.